J'ai le plaisir de modérer ce panel sur l'investissement d'impact, les voies à suivre. J'accueille Grégoire Reyny. Bonjour Grégoire. Vous êtes le directeur général des investissements à la CPEG. Bonjour. Et nous avons en duplex au Luxembourg Cyril Guiffes. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes le Bonjour Elsa, responsable bonjour à en tous. investissement impact pour le Fonds européen d'investissement. Le Fonds européen est l'outil spécifique de l'Union européenne en matière de capital risque, de garantie et de microfinancement. Et en duplex à Paris, Olivier Deguerre, président de FeeTrust. Bonjour Olivier. Bonjour Elsa. Une société de capital risque à impact social. Bienvenue à tous les trois. Selon les dernières données du Swiss Sustainable Finance, la Suisse a engagé 85 milliards de francs dans l'impact, sur les 7 200 milliards d'avoirs financiers, soit moins de 1%. Cela indique clairement que les institutionnels suisses, et notamment les fonds de pension, ne sont pas encore entrés dans la partie. Pour les investisseurs institutionnels, l'impact investing, pourtant, est l'une des 4 demandes de l'UE, avec la décarbonation, l'engagement et la transparence. Première question pour vous, Grégoire. Où en est ce marché de l'impact investing pour les caisses de pension? Bonjour, merci pour l'invitation et je remercie Elsa. Je suis très content d'être ici avec vous pour présenter ce qu'on fait à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève. Aujourd'hui, on voit 2 types de projets. On voit des projets qui visent à réduire les impacts sociaux et environnementaux et la deuxième famille, c'est financer la 4e révolution industrielle. Pour une révolution industrielle, il nous faut 2 choses. Il nous faut une nouvelle technologie et il nous faut une nouvelle source d'énergie. Aujourd'hui, c'est ce dont nous avons besoin pour pouvoir délivrer nos engagements net zéro en 2050. Une personne me demandait, mais est-ce qu'on est en voiture et on a un obstacle devant nous, est-ce qu'on veut éviter ce choc? Et je lui dis non, on a eu le choc. Et tout ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est d'éviter l'impact des tonneaux qu'on va avoir. Donc on est vraiment dans l'urgence et il faut absolument investir justement dans cette stratégie. Et c'est vrai, aujourd'hui, les investissements sont encore timides. Ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, on est persuadé qu'on peut avoir de l'impact dans toutes les classes d'actifs. Ça va du liquide, ça va des obligations vertes, sociales, en passant par la microfinance et jusqu'aux placements privés. C'est les placements privés qui vont nous occuper aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que d'abord, il faut financer cette révolution, c'est une priorité. C'est là où les flux financiers sont encore timides. La deuxième chose, c'est qu'on sait que c'est une tendance qui va durer pour les 40, 50 prochaines années. Et on sait aujourd'hui qu'on peut délivrer des rendements positifs pour les investisseurs tout en ayant un impact positif sur le social et l'environnemental. Merci Grégoire. Cyril, le Fonds d'investissement européen fait partie du groupe de la Banque européenne d'investissement et est détenu en partie par la Commission européenne. À ce titre, les ressources disponibles pour l'investissement, pour l'impact social, s'élèvent à quasiment 500 millions d'euros pour la période qui vient, située entre 2022 et 2028. Il y a une possibilité de doubler ce montant en 2025, soit 900 millions d'euros, ce qui fait de vous un des acteurs les plus importants au monde dans l'investissement d'impact. Dans combien de fonds en Europe êtes-vous investi? Merci pour cette mise en perspective, Elsa, et enchanté également d'être sur le panel aujourd'hui avec vous, même si c'est à distance. Nous sommes investis, pour donner une réponse précise à une question claire, nous sommes investis aujourd'hui dans 35, une fourchette 35-40, c'est toujours une cible mouvante. On est en train de faire des closings en simultané. Donc, d'ici à la fin de la première moitié de cette année 2022, nous serons investis, je pense, dans 40 fonds d'impact social. Si on ajoute à cela les fonds d'impact environnementaux ou climat, on peut aisément doubler ce chiffre et je pense qu'au total, ça nous situe à une centaine d'investissements dans des fonds à impact social ou environnemental. Pourriez-vous vous décrire des investissements d'envergure, des projets d'envergure dans lesquels vous êtes investi? Bien sûr,
je vais peut-être pas, Olivier Deguerre est à côté de moi, au moins virtuellement sur ce panel. Nous sommes investisseurs chez Fitrust, et donc je veux pas forcément prendre un exemple très concret, mais plutôt illustrer ce que signifie notre intervention. Nous sommes un fonds de fonds, comme vous l'avez rappelé, le Fonds européen d'investissement. Effectivement, le mandat du Fonds européen d'investissement est d'accroître, de faciliter l'accès au financement des PME européennes. C'est notre raison d'être. Nous faisons ça comme un grossiste, si je puis dire, c'est-à-dire que nous n'investissons pas en direct dans les sociétés, mais nous agissons en particulier sur le volet equity en tant que fonds de fonds. Et donc, lorsque nous investissons dans un fonds, notre ADN d'investisseur public n'intervient pas tellement dans le fait que nous aurions des termes qui seraient plus soft ou des exigences qui seraient moindres que celles d'investisseurs privés, mais en revanche, cet ADN cette stratégie, disons, d'investisseur public se ressent par la taille des tickets que nous faisons en général, et qui peut correspondre de 30 à 50% de la taille totale du fonds. C'est-à-dire que sur des sujets d'impact, sur une stratégie comme l'impact qui est aujourd'hui bien admise, on s'en réjouit, reconnue, dont la performance n'est plus à démontrer, notre rôle au début de la décennie 2010, disons, était finalement d'investir jusqu'à la moitié de la taille de ces fonds pour démontrer, une fois atteinte la taille cible et donc la stratégie pouvant se déployer de façon optimale, notre objectif est de convaincre le reste des acteurs du marché que investir dans l'impact est non seulement nécessaire, eu égard aux défis auxquels nos sociétés, notre planète font face, mais en outre peut de façon en tout cas peut se révéler être une opportunité financière, commerciale également. Et je finirai, en espérant avoir répondu au mieux à votre question, Elsa, je finirai en disant que nous croyons fermement, ou notre hypothèse, notre stratégie d'investissement repose sur l'hypothèse suivante, qu'il y a une corrélation positive entre performance d'impact et performance financière. Et à l'avenir, où se situent les besoins en termes de flux financiers? On a vu que d'ici 2025, vous alliez doubler vos investissements à hauteur de 900 millions. Pouvez-vous nous décrire un petit peu ces flux financiers à l'avenir? Ces sujets à différentes conditions, je ne veux pas rentrer dans le détail ici, mais effectivement, c'est le genre de volume que nous avons en tête. Peut-être pour évoquer ou en tout cas partager mon point de vue sur ce point, lorsque l'impact investing a émergé, disons dans les années 2000, il y avait et encore une fois, je serais content d'avoir le point de vue, d'écouter le point de vue d'Olivier aussi sur la question et de Grégoire. L'impact investing ou le concept de social business s'est développé avec une forte dimension de venture philanthropie, c'est-à-dire plutôt que de financer une charité, une ONG, une association qui font un travail absolument nécessaire, soyons clairs, l'idée était de financer avec de l'argent sur lequel on ne compte pas forcément un retour, de financer des sociétés pour qu'elles puissent démontrer le bien fondé de leur modèle économique et bénéficier de cet argent ou de ce capital, disons, à risque pour développer un modèle et démontrer que la satisfaction d'objectifs d'impact tangibles, mesurables, pouvait se faire aussi avec un modèle entrepreneurial et économique. Aujourd'hui, une des missions qui est la nôtre, et le temps nous dira si elle a porté ses fruits, mais est de s'assurer que l'impact investing peut aussi se conjuguer avec les fondamentaux d'un instrument financier comme le capital risque. Et par là même, c'est pas une approche idéologique, notre idée est plutôt de s'assurer qu'à terme, d'autres acteurs que le FEI, d'autres acteurs que des investisseurs publics puissent investir dans ce segment. Donc, les grands défis, les grands projets pour les années à venir est de s'assurer que continuer à renforcer, à donner les moyens
des acteurs dédiés à l'impact historique de ce marché, mais également s'assurer que de nouveaux acteurs, y compris des acteurs plus généralistes qui se mettent à vouloir investir dans des tests d'impact, puissent le faire, si tant est bien sûr qu'on ait le confort nécessaire sur l'authenticité de l'engagement à l'impact et la qualité de l'équipe de gestion. Olivier, vous faites partie de la trentaine d'investisseurs de capital risque à impact social en Europe. Quelles sont les spécificités de Fitrust? Merci de me permettre de participer et d'expliquer un peu ce que nous faisons, et désolé de pouvoir être présent physiquement avec vous pour les contraintes d'agenda. En fait, comme l'a rappelé Cyril, nous avons en fait démarré en 2006 à partir d'une fondation on voulait financer la croissance d'entrepreneurs sociaux. Et c'était pas possible sur un point de vue juridique en France. Donc, on a créé une société d'investissement, un fonds d'investissement qu'on appellerait aujourd'hui du venture capital social, avec l'idée d'accompagner des entrepreneurs sociaux dans leurs projets de croissance et de développement. Un projet concret, une association à Marseille qui s'appelle Lavarin à Aubagne, qui réinsérait des gens en grande difficulté à Aubagne. On les a aidés à structurer une entreprise sous l'association, à lui mettre une gouvernance, un accompagnement, un projet, une équipe. Et nous avons une association qui faisait 2 millions de revenus en 2006, et l'année dernière, elle a fait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 million de résultats nets, et elle va faire plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les 2 ans. Notre spécificité, c'est de prendre des projets portés par une association ou des entrepreneurs jeunes qui veulent monter un projet à fort impact social, parlons d'impact fort, les accompagner. On a la chance d'avoir une vingtaine d'entrepreneurs dirigeants qui sont investisseurs dans notre fonds, qui ont des fonctions par ailleurs dans les entreprises classiques et qui accompagnent ces entrepreneurs pour les amener à comprendre tous les enjeux d'une petite entreprise en croissance et les aider à se développer. Et le cœur de notre projet, c'est, comme vous l'a été rappelé notamment précédemment, c'est l'impact social. C'est-à-dire que nous mettons l'impact social au cœur de la stratégie de l'entreprise. L'entreprise est organisée autour de ça. Donc, nous sommes dans de l'insertion en France, dans du logement social, dans de la microfinance chez Permicro en Italie, par exemple, pour les migrants, dans une entreprise de livraison dernier kilomètre en Espagne qui s'appelle Coiti, avec des handicapés psychiques qui vous livrent à domicile les projets que vous avez achetés sur Amazon ou sur une plateforme Internet. L'idée étant d'être dans l'inclusion pour aider toutes ces personnes qui sont en grande difficulté sociale à trouver un job et une vie sociale. Impact, investisseurs publics, investisseurs privés. Grégoire, pourquoi les partenariats publics-privés sont-ils si importants dans l'impact? Donc encore une fois, l'impact est une des 4 demandes de la Commission européenne, mais elle nous demande de le faire d'une certaine façon, c'est de créer des partenariats publics-privés pour investir dans ces projets stratégiques. L'Union européenne est la plus avancée pour la lutte contre le changement climatique en termes d'engagement, en termes de moyens, en termes de régulation, réglementation, etc. Et l'Europe, même si les besoins sont plutôt dans les marchés émergents, mais l'Europe offre un certain confort sur le système juridique, par exemple, sur la taxonomie, sur beaucoup d'aspects qui sont rassurants pour les investisseurs. Et encore une fois, on a un alignement d'intérêts qui est beaucoup plus élevé en créant ces partenariats publics-privés. Et vous, Cyril, pourquoi est-ce si important d'attirer aussi des fonds privés? Bonne question. L'idée est que l'économie telle qu'elle, le système économique tel qu'il fonctionne et dans lequel nous évoluons en Europe ne peut pas exclusivement reposer sur des investisseurs publics. Je pense que tout le monde pourra s'accorder à dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'est pas dans une économie planifiée. Ça ne veut pas dire que il y a pas certains secteurs de l'économie qui certainement mériteraient et continuent de bénéficier grandement d'une intervention publique. Mais je répondrai à votre question, Elsa, encore une fois en évoquant le cas de la Silicon Valley, qui a émergé. Ce modèle de la Silicon Valley a émergé en s'appuyant au départ énormément sur des financements publics, en particulier de l'industrie militaire. Donc, le parallèle vaut ce qu'il vaut, mais ce que
cette affirmation peut sembler étonnante aujourd'hui, dans la mesure où la Silicon Valley est un modèle, en tout cas érigé en modèle disons d'une zone où l'entrepreneuriat fleurit, l'innovation émerge d'un modèle entrepreneurial dans lequel des investisseurs privés sont de très loin les premiers financeurs. Donc l'idée n'est pas forcément de faire de l'Europe une future Silicon Valley. L'idée est bien plus de permettre à l'impact investing qui remplit cette fonction sociale, environnementale de façon très claire, comme aussi illustré par Olivier juste avant, que ces stratégies puissent avoir accès à des sources de financement très larges, permanentes, et qui ne soient pas à terme dépendantes d'un agenda public ou politique. Donc l'idée est d'amorcer et de démontrer le bien fondé, la valeur ajoutée de ces stratégies. Le rôle du public est très important ici, mais à terme, finalement, de pouvoir voir l'émergence d'un marché qui soit aussi indépendant au sens aussi des sources de financement. Olivier, vous comptez le FEI parmi vos investisseurs. Vous avez également des investisseurs privés. À l'avenir, comment en séduire plus face à l'accélération des besoins liés à la crise sociale en Europe? Non, je vais d'abord dire que pourquoi on est investisseur privé, pour compléter un petit peu la question, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'on a beaucoup d'entrepreneurs dirigeants qui sont dans des entreprises petites, grandes, moyennes, qui viennent parce qu'ils souhaitent pouvoir accompagner des entreprises qui ont des enjeux sociaux et les aider à se développer. La deuxième, c'est la notion du temps long. On a des investisseurs on a un evergreen avec des échéances de liquidité, ce que nous n'avons pas pour les investisseurs institutionnels où c'est des 10 ans thématiques. Et les investisseurs privés ont le temps long pour eux. La durée moyenne de détention des entreprises dans le portefeuille, c'est 11 ans. C'est très compliqué de structurer un business avec une entreprise à la fois sociale et une business rentable. Alors, comment séduire? Je crois qu'on est malheureusement tous des enfants de l'école de Chicago. On a appris à séparer dans nos cerveaux, je gagne de l'argent et je donne. Et le social a été vu pendant des années comme une contrainte. Dans les entreprises, le social dans beaucoup d'entreprises, le social a été vu comme une contrainte. Et beaucoup d'investisseurs n'ont pas raisonné en mettant le social en cœur de leur stratégie. Donc, le sujet majeur aujourd'hui, c'est d'éduquer, de faire comprendre à ces investisseurs que le risque d'investir dans une entreprise sociale n'est pas plus élevé, bien au contraire, que dans une entreprise classique. Alors, un exemple tout simple, nous avons investi dans 43 entreprises sociales en Europe, principalement, et un peu en Afrique depuis 2006. Nous avons eu, dans un fonds de venture social, nous avons eu 5 défauts. Et là, l'une des raisons principales pourquoi nous n'avons pas eu de défaut, c'est qu'à plusieurs reprises, nous sommes retrouvés dans des entreprises en grande difficulté. Par exemple, ça s'appelle Ecoder, qui fait du reconditionnement d'ordinateurs avec des handicapés psychiques, que nous avons à plusieurs reprises, nous avions vraiment, elle était en dépôt de bilan. Et simplement, c'était 30 ou 50 handicapés qui ne trouvaient plus de travail et qui étaient à la rue. Et nos investisseurs nous ont dit, il faut continuer de les accompagner. Et maintenant, nous avons une entreprise qui est rentable, qui se développe, mais ça aura pris 14 ans. Donc, on a une vision assez différente de l'investissement classique que nous avons appris en marchant, nous ne le mentions pas, et nous nous sommes adaptés à cette contrainte sociale très forte. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut convaincre nos investisseurs privés ou institutionnels d'ailleurs, y compris le FEI d'ailleurs. Le capital patient. Et quel est le niveau de rentabilité justement des entreprises sociales dans lesquelles vous investissez? Alors moi j'explique toujours que nous avons un niveau de rentabilité qui est plus faible qu'un niveau de rentabilité, je dirais, classique. La raison, si vous prenez Ecoder, aujourd'hui ils ont 120 salariés, dont 95 handicapés en grande difficulté psychique. Ils ont un concurrent qui a 300 salariés, dont 30 personnes en grande difficulté, dans l'insertion. Mécaniquement, Ecoder a plusieurs psychologues pour s'occuper des personnes en difficulté. Vous ne pouvez pas renvoyer quelqu'un qui n'y a pas au bureau le matin, donc vous avez une gestion de votre entreprise qui est plus lourde. Donc votre rentabilité est moindre. Et tout le challenge est d'arriver à avoir une rentabilité. Quand nous avons démarré en 2006-2010, nous disions à tous nos investisseurs, si on est très très bon, nous vous rendrons le capital. Mais on n'est pas sûr. Aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a acquise et les projets que nous voyons arriver qui se développent très bien,
Nous avons des objectifs de rentabilité de 3 à 5%, mais nous ne sommes pas à 10-15%. Nous sommes en dessous des rentabilités attendues classiquement. Par contre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons un risque moindre. Donc, pour l'instant, on arrive à convaincre les investisseurs sur ce triptyque, ce duo rentabilité-impact. Grégoire, pourquoi avoir choisi le FEI pour vos projets en cours? Pour nous, il était important de pouvoir créer donc un modèle de partenariat public-privé, et je pense que c'est un des tout premiers qui est en phase d'implémentation. Et puis, on cherchait donc pour ces projets stratégiques le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire le gérant qui puisse avoir un track historique démontrable, une performance historique vraiment digne de ce nom, une force de recherche, force de due diligence, des actifs sous gestion, une masse qui puisse croître avec le besoin justement qu'on a dans ces projets stratégiques. Et puis, il nous a paru tout à fait naturel de collaborer avec le FEI. Et je pense qu'aussi, en termes, encore une fois, d'alignement d'intérêts, le FEI répondait justement à toutes ces demandes et ces attentes des investisseurs. L'industrie est encore extrêmement fragmentée avec beaucoup de petits projets qui sont nécessaires parce qu'on a besoin de tout pour y arriver. Mais ces projets stratégiques était pour nous une priorité et le FEI était vraiment le plus grand gérant du monde d'impact aujourd'hui. Et en quoi consiste précisément votre projet d'impact avec le FEI? Le projet d'impact consiste justement à créer ce modèle, ce partenariat public-privé. Et ce qui est très important, c'est de dire que voilà, on commence avec 100 millions, mais on aimerait croître cette masse pour qu'elle soit critique et qu'elle ait un impact concret sur l'environnement. L'idée aussi, c'est de créer un conseil de consultation qui puisse avoir un droit de veto, par exemple, et qui puisse justement construire les objectifs, qui puisse construire les contraintes d'investissement, etc. Les co-investissements sont aussi une partie importante du programme où on aimerait justement essayer d'aller chercher une attente de performance plus élevée. Aujourd'hui, on cherche du 5 à 7 en euros, mais avec les co-investissements, peut-être un peu plus. Et l'idée ici, c'est de faire un premier pas. C'est tellement difficile parce qu'aujourd'hui, les institutionnels n'ont pas une allocation importante dans l'impact. Pour ainsi dire, elles n'en ont pas. Et c'est vraiment une contrainte de réunir autour de la même table des investisseurs avec différentes valeurs, différents objectifs, et puis justement de leur faire le premier pas, la première allocation dédiée. Et c'est pour ça que travailler avec le FEI nous apporte une certaine sécurité. Combien de caisses de pension vous allez rallier dans ce projet? Aujourd'hui, on en a une dizaine. On a des demandes d'autres caisses ou d'autres investisseurs de rejoindre justement cet effort. Et puis, vous êtes invités à participer. C'est ensemble. Moi, je pense que beaucoup de crises, comme la pandémie, on a réussi à la résoudre ensemble et avec je dirais, une révolution technologique. C'était le vaccin pour la pandémie. On a besoin du même engouement pour la lutte contre le changement climatique. Et puis, voilà, il faut qu'on le fasse ensemble. Cyril, à votre avis, l'impact investing va-t-il devenir une norme ou rester une niche dans le segment du capital risque en Europe? Oui, alors autorisez-moi à donner mon point de vue personnel ici et au risque de la schizophrénie de me débarrasser un petit peu de mon costume du FEI ou de mon chapeau du FEI, mais je voudrais commencer par dire, et d'ailleurs ce discours que nous avons aussi eu avec Olivier par le passé, que l'impact investing n'a pas le monopole du bon investissement. C'est-à-dire que l'impact investing, ça j'en suis convaincu, est un levier très puissant, novateur de l'amélioration du bien-être, de l'amélioration, ou en tout cas a en lui un potentiel d'impact positif pour la planète, la société fondamentale. Mais pour fleurir, pour se développer, l'impact investing continuera d'avoir besoin d'un État-providence fort, de fondations, d'ONG qui font un travail qui n'est pas nécessairement celui d'un modèle qui répond pas forcément à un modèle économique entrepreneurial. Néanmoins, et après cette introduction pour répondre au mieux, moi je suis persuadé que plus on va dans les années à venir et plus on va avancer dans les années, plus ce sera compliqué de parvenir à lever de l'argent auprès d'investisseurs, publics ou privés, en ayant exclusivement
une thèse de performance financière et en fermant les yeux totalement sur le prix réel de cette performance financière. En d'autres termes, je pense que l'impact investing, bien plus qu'une niche ou un sous-secteur du marché du capital risque, a tous les éléments en lui pour en fait conduire à un changement fondamental de paradigme. L'ambition est forte, mais il faut qu'elle soit là. Mais un changement fondamental dans la façon de concevoir, envisager, anticiper. L'investissement par les sociétés dans lesquelles on investit. Merci beaucoup. Dernière question pour vous, Olivier. En quoi le conflit actuel a-t-il un impact justement sur vos projets et sur vos investissements? Alors, paradoxalement, le conflit actuel n'a pas eu d'impact sur nos projets aujourd'hui parce qu'on n'a pas de projets qui sont dans la zone, je dirais, des pays de l'Est, principalement autour de l'Ukraine. Par contre, on a vu arriver depuis un mois, énormément de projets qui commencent à arriver, qui se réveillent, qui s'aperçoivent qu'il y a des besoins de clients qu'il faut couvrir. Et si je crois que la manière de les approcher, c'est effectivement de faire une association entre petites entreprises sociales très innovantes, et souvent très très petites, au niveau, notamment dans les pays de l'Est, fonds d'investissement qui ont la capacité de les accompagner, et grandes entreprises qui ont la capacité ensuite d'accélérer les pièces à accompagner. L'exemple tout à fait que nous avons aujourd'hui, c'est que si vous prenez une entreprise comme Bavara, une entreprise d'insertion, une entreprise d'insertion, c'est un salarié reste 2 ans, donc 80% des salariés partent au bout de 2 ans. C'est quand même des entreprises compliquées à gérer. La croissance excessivement forte qu'ils ont depuis 3 ans est liée à des groupes comme Vinci ou Schneider Electric. Je pense qu'on aura exactement la même problématique dans les pays de l'Est et en Europe dans les années à venir. On ne pourra pas résoudre les enjeux sociaux sans les grandes entreprises, les pouvoirs publics et des acteurs innovants qui prennent beaucoup de risques pour innover socialement et trouver des solutions à ces enjeux. D'où la nécessité d'avoir, comme l'a dit Cyril à plusieurs reprises et Grégoire, des partenariats. Tout le monde puisse travailler ensemble pour répondre à ces enjeux sociaux. Et malheureusement, les besoins sont criants et le marché accélère. Merci infiniment à vous, merci à nos panélistes, merci à tous nos orateurs pour cette journée.